Olivier, justement, la première question, elle va être pour vous. On a dit que, en fait, vous êtes dans un groupe où il y a des dépendances et des jeux d'influence assez importants. Et lorsqu'on a préparé cette table ronde, vous avez mentionné que les principaux groupes d'attaquants et leurs attaches nationales vous permettaient de voir de nouvelles formes de dépendance. Est-ce que vous pouvez expliciter ce point? Parce que c'est en fait, c'est un nouvel axe. Est-ce que c'est un nouvel axe d'analyse aussi? Alors en fait, le point, c'est qu'on est un acteur de l'énergie, bon, ça c'est une évidence, et donc à ce titre-là, on est lié à des intérêts fondamentaux de l'État français, mais également de l'Europe, et donc on doit se protéger au niveau de notre dépendance vis-à-vis de ce qui peut nous agresser dans notre activité qui consiste à produire, distribuer et transporter de l'énergie pour l'ensemble des citoyens français notamment. Et donc à ce titre-là, les différents acteurs qui peuvent potentiellement s'intéresser à nous pour nous attaquer peuvent, pour la plupart d'entre eux d'ailleurs, se trouver liés soit à des intérêts étatiques, soit à des groupes d'attaquants étatiques. Et donc, un des axes d'analyse qu'on fait, c'est celui-là. Le deuxième, c'est le fait qu'on est un opérateur équipementier aussi, notamment dans le domaine du nucléaire, et donc à ce titre-là, comme les autres grands équipementiers, et comme ferait un Valeo ou un Forvia par exemple, on doit adresser la fourniture de ces services à l'ensemble de grands acteurs qui ne sont pas forcément des grands acteurs français ou européens. Et donc on doit respecter la souveraineté des pays ou des environnements qu'on va servir. Et donc à ce titre-là, on doit gérer dans nos mécanismes de défense et dans les postures et les mesures de défense qu'on met et les liens qu'on a avec les acteurs avec lesquels on travaille, cette dépendance qu'on a par rapport à la souveraineté. D'accord. Vous avez une vision multidimensionnelle de la souveraineté en fonction de l'angle d'analyse. Lié à l'activité même de ce qu'on fait. Et donc, sur la base de chaque champ d'activité, quand on va délivrer des services d'énergie ou de production d'énergie en Afrique, on ne va pas défendre les mêmes intérêts ni même les mêmes équipements que quand on va le faire en Europe de l'Ouest ou aux États-Unis avec Westinghouse. Et donc à ce titre-là, il faut qu'on soit capable de se projeter dans chacun des domaines en se protégeant des différents acteurs qui peuvent nous attaquer. Et donc ceux avec lesquels on travaille sont dépendants du contexte dans lequel on opère. Et ça veut dire sous-jacent des analyses de risque avec des prismes d'analyse qui sont les partenaires ou en fonction de l'activité. Alors ça veut dire d'une part des analyses de risque et une approche dans laquelle on va décliner nos différentes postures et nos différentes approches par rapport au contexte politique dans lequel on est. Et ça veut dire aussi que dans le cadre de l'analyse qu'on fait des différents incidents, des différents événements, on va les contextualiser au regard de ce qu'on est. Donc typiquement, et ça on le voit beaucoup en ce moment dans le contexte de l'Ukraine et dans celui du Moyen-Orient, il y a des moments où on commence à avoir des attaques de très faible intensité qui sont assez fréquentes, qui sont visibles. Donc il y a deux possibilités. Une attaque contre vos environnements qui est fréquente et visible. C'est soit un groupe d'attaquants qui n'est pas très doué, mais ceux-là, Eric les attrape assez rapidement, parce que souvent ils sont sur le territoire national. Soit le plus souvent, plutôt un acteur étatique qui est en train de nous faire comprendre qu'il est capable de nous menacer à un certain niveau. Ok, donc merci beaucoup pour ces explications. Donc Samuel, la prochaine question, ça sera au sein du groupe Schneider. Dans cette géopolitique mouvante, comment un RSSI peut-il gérer ses dépendances globales et locales simultanément? Alors oui, comme industriel, on va d'abord adresser un groupement de dépendances qui va être autour de la supply chain. Et donc, les différentes parties prenantes qu'on peut être amené à faire travailler dans l'écosystème du groupe. Et donc, la résilience autour de ces dépendances et autour de cette mouvance, elle passe par notre capacité à opérer avec des partenaires interchangeables et multiples. Schneider Electric, c'est un peu plus de 50 000 partenaires worldwide, donc on a une portée plus qu'européenne pour compléter le propos d'Olivier. Donc on a nécessité, besoin d'adresser ça globalement par une approche proactive de l'évaluation de nos fournisseurs, qu'on qualifie suivant leur niveau de dépendance, dépendance qui peut être un acteur qui nous aide et qui développe un morceau de source code pour un de nos produits, un de nos softs, mais ça peut être aussi une intervention qu'a à faire un acteur sur notre système d'information. C'est une forme aussi de dépendance. Et donc tout ça, on cartographie, on qualifie ensuite le risque que représente ce fournisseur dans notre écosystème, pour ensuite lui adresser un certain nombre d'exigences dans la façon où il aura à opérer dans notre écosystème. Donc c'est une forme de surveillance
après qualification continue qu'on met en place, suivant son niveau de criticité, pour qu'ensuite, sur le cycle de vie global sur lequel on est amené à coopérer, eh bien, on puisse, par exemple, sur une phase de management d'incident, le manager correctement. Sur le précédent échange, il a été évoqué comment vous adressez les connectivités des tierces qui sont amenés à intervenir sur vos systèmes. Il est fondamental d'avoir cette visibilité, même si c'est un long chemin de croix et parfois très complexe à mettre en place. C'est un des enjeux autour du management de la supply chain. D'ailleurs, la réglementation en Europe nous aide sur ces aspects pour couvrir en fait la partie product et digital. Sur la partie digitale, on a NIS2, donc qui quelque part intègre maintenant ce risque supply chain. Et puis le CRA, le Cyber Resilience Act, par le biais du SBOM, où il est question en fait de manager en fait les dépendances qu'on peut avoir sur un produit qu'on est amené à développer. Mais donc, au fait, Thierry, en fait, quand on parlait, vous aviez mentionné aussi la gestion des dépendances, évidemment, mais vous avez aussi mentionné un risque de désintermédiation et le fait que vous avez intégré ça dans votre pilotage et gestion de risque. Est-ce que vous pourriez nous expliquer, parce que pour moi-même, c'était pas très très clair ce que c'est que la désintermédiation et comment vous l'avez intégré dans la gestion de votre risque au sein d'un groupe qui est multinational et multimétier en plus. Oui, c'est ça. Donc, ce qu'il faut considérer, c'est nous, on a 550 sociétés là qui contribuent au chiffre d'affaires. C'est dans 50 SI. Les SI sont indépendants. Ça, c'est stratégique. Ça nous a sauvés pendant 2 décennies. Quand il y en a un qui a un problème, en fait, ça ne se propage pas aux autres. Donc, on veille à ça. Mais côté IT corporate, là, on consolide en fait tout cet ensemble-là. Donc, on a une trentaine de socles applicatifs qui collectent de la donnée, en fait, qui sont des socles de contribution qui sont mis à disposition des entités. Concernant ta question et les problématiques de business, en fait, assez tôt, et du fait des activités, alors des activités dans le retail, des activités dans le publishing, des activités dans la publicité, les médias. Donc, toutes ces dernières années, en fait, on a vécu des problématiques qui étaient liées, en fait, aux socles techniques sur lesquels on était posés. Enfin, pour ne pas les nommer, c'est typiquement des structures GAFAM. Si vous faites de la publicité, il faut éviter de la donner à Google. Si vous faites du publishing, il faut éviter de donner ça à Amazon et pareil pour le retail. Donc, on a positionné en fait dans le plan stratégique cette nécessité très en amont lorsqu'il y a en fait des réflexions concernant les approches business consistant à mesurer en fait ce risque qui clairement en fait peut arriver de manière à ce qu'il soit en fait intégré. Quand vous apercevez qu'il y a un problème, c'est trop tard. Donc d'où cet intérêt en fait de traiter vraiment la chose très en amont. Donc ça c'est d'une manière générale. Le faire quand on traite directement avec les acteurs en question, c'est jouable et c'est pas compliqué en fait. De toute façon, on signe le contrat et on voit bien que dans le contrat, en fait, on donne potentiellement des droits d'accès, des droits d'usage, des droits de traitement. Donc, on sait en fait quels sont les risques à considérer. La plus grosse difficulté aujourd'hui, ce sont plutôt les acteurs du monde de l'édition qui, eux, vont aller se poser sur des socles qui ne sont pas forcément en fait maîtrisés et qui vont pas vous remontez en fait dans le contrat que vous allez signer avec eux. Et donc ça oblige en fait à un travail de fond. Donc on en parlait, c'est quelque part en termes d'approche, en termes de charge, c'est vraiment quelque chose qui s'est développé en fait ces dernières années et qui oblige vraiment en fait à y passer du temps. Et si vous faites pas ça, vous allez découvrir derrière que potentiellement sur une application qui est sensible avec de la donnée critique, vous êtes posé à un endroit où vous ne voudriez pas et que, comme nous, l'éditeur en fait va avoir ce contrat donnant en fait accès. Donc il y a un blanc-seing et de ce fait on ne pourra jamais rien faire, quoi. Ça rejoint aussi ce que disait Odile tout à l'heure sur sa dépendance par rapport à des dépendances humaines, ressources, et puis donc savoir-faire et protéger son savoir-faire. Au-delà de ces dépendances, comment dirais-je, stratégiques qu'on vient de voir, il y a quand même des dépendances de résilience, de conformité, une réalité opérationnelle. Alors Samuel, dans un groupe multinational avec parfois des réglementations qui sont convergentes, parfois qui sont divergentes. Comment fait-on pour gérer et faire converger tout ça au sein d'un groupe ? Alors, je parlerai un petit peu de la réglementation un peu plus tard dans notre échange.
On a parfois difficulté, en fait, lorsqu'on est en discussion avec l'Excom, à adresser les sujets cyber, ou en tout cas se faire entendre. Chez Schneider Electric, on adresse le sujet on essaie de le faire un peu différemment pour tenter d'éclairer le business, éviter les ruptures et en fait éviter qu'on ait un risque à adresser. Et pour ça, pour ce qui me concerne, moi, j'ai quelques pays à adresser et donc plusieurs fois dans l'année, j'ai face à moi un country président, enfin président de pays, qui lui a une vision métier, business pur. Et donc, quand on a des spécificités locales, des dépendances réglementaires ou autres locales, depuis quelques années maintenant, on a conçu ce qu'on appelle un ID card de sovereignty, dans lesquels, en fait, on liste toutes les exigences ou toutes les dépendances qu'on peut avoir localement dans le pays pour l'aider à articuler autour de ça d'un point de vue business, métier. Concrètement, je peux citer quelques exemples. Donc, soit ça vient de la réglementation en effet, soit ça vient d'exigences d'un client particulier dans un pays qui, à travers, lorsqu'on reçoit un RFP ou un contrat, exige un certain nombre d'inputs techniques, digitaux ou autres, sur la data, où on la stocke, comment on la manipule, les accès, l'hébergement, etc. On fait remonter ça à travers les équipes qui font de la cyber dans les projets. On fait remonter ça à travers ce qu'on appelle chez nous le Trust Center, qui en fait collecte tous les questionnaires, toutes les questions que peuvent avoir l'écosystème qui gravite autour de nos activités, pour ensuite consolider un ID card par pays, en tout cas sur les pays où on sent que c'est nécessaire, donc en Europe, la France, l'Allemagne et d'autres pays qui ont des exigences particulières, la Suède et d'autres, les États-Unis si on élargit un peu le spectre. Je cite un exemple, l'Arabie Saoudite, si vous voulez délivrer un SOC chez ce client, les ressources doivent être locales. Si vous voulez délivrer un Digital Grid Solution en Arabie Saoudite, il faut aussi être compliant de CIOC 62443 avec des exigences particulières dans le domaine de l'énergie. Si vous voulez offrir du digital en Chine, c'est hébergé chez Alibaba. Bon, bref, c'est tout un tas d'exigences concrètes qu'il faut effectivement percevoir vu des équipes cyber, mais aussi vu des équipes métiers qui sont face à nos clients. Une autre initiative qu'on a engagée, et ça couvre un certain nombre de dépendances qu'on a vues avant, c'est l'initiative CISO to CISO. Alors, dans CISO to CISO, c'est plutôt d'avoir un contact clé côté cyber lorsqu'on a besoin de réagir rapidement sur un incident. D'ailleurs, on est parfois amené à échanger avec l'un de mes voisins quand on a un sujet qui est commun. Alors, c'est toujours bien d'avoir un contact côté exécutif, côté business, account management, etc. Mais bien souvent, le temps que l'information arrive au bon niveau pour réagir, il s'en passe. Donc c'est d'avoir un contact clé de façon à pouvoir réagir extrêmement rapidement quand on est en incident de response. On peut avoir tout niveau de protection que l'on veut. Lorsqu'on est sur le volet opérationnel, et c'est aussi dans mon mandat, il faut pouvoir réagir vite si on a un acteur de la supply chain qui est concerné par un cyber-incident. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on coupe le domaine? Est-ce qu'on disconnecte les points d'accès? Et donc pour ça, il faut avoir de la visibilité d'une part, et puis ensuite, c'est de prendre les bonnes décisions. Et les décisions, elles sont business, elles ne sont pas cyber, en tout cas, elles sont business, pour faire court. Donc pour ça, il faut arriver à avoir des arguments avec de la visibilité sur ce qu'on a en face. Et donc je trouve que cette initiative, pour prendre une décision locale importante, il faut travailler sur ces aspects-là, sur le plan très opérationnel, pays par pays. Alors, j'ai bien compris qu'en fait, tu notais le fait qu'il y avait un enjeu business, que c'était l'enjeu business qui prenait, et après, donc, les enjeux cybersécurité devaient s'adapter et prendre aussi en considération les enjeux de conformité par pays. Donc, en fait, Thierry, toi, au sein de ton groupe, quand on a, je suppose, les mêmes enjeux business et aussi multi-pays, comment gère-t-on cette diversité de conformité et ces enjeux de conformité pour avoir une logique qui soit à la fois cohérente et globale? Ouais, alors c'est une bonne question parce que c'est vrai que quand vous êtes partout et sur tous les continents, vous devez considérer en fait tous ces points d'extrémité qui à chaque fois sont très différents. Ce qu'il faut aussi prendre en compte, c'est que parfois un pays
va être divisé. Et typiquement, on a le bon exemple des États-Unis. Pourquoi ? Parce que alors, les textes ne sont pas terminés partout, mais on a en fait des textes par État. Et donc, ça veut dire en fait qu'il faut s'en occuper directement. Les bonnes pratiques chez nous, un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est faut être en amont, c'est-à-dire qu'il faut laisser au métier le temps en fait d'intégrer tout ça. On peut pas, c'est vrai, débarquer d'un seul coup en disant coucou, je suis la cyber et non, en fait, on peut pas faire ça. Il faut vraiment en fait que ce soit anticipé à minima. Ensuite, par rapport en fait aux textes qui peuvent apparaître en fait dans les pays, on voit beaucoup de choses typiquement aujourd'hui côté Asie, où ce qui s'est passé en Chine en fait est en train de se passer en fait dans d'autres pays qui sont en train de publier pas mal de textes. On réagit jamais directement en fait, on observe. Et parfois, que ce soit la maturité de la filiale, donc sa structure juridique par exemple, qui va pas forcément en fait réagir tout de suite. Pareil pour en fait les équipes IT et cyber, même si nous côté corporate en fait on leur demande de se renseigner, on attend que ça bouge. Je vais être très transparent, hein. Enfin, la Chine on l'a fait pendant 10 ans. Pendant 10 ans, en fait, on passait par des liens qu'on posait en fait, vers Singapour ou vers Hong Kong, et on sortait surtout pas en Internet, on sortait pas en lien direct, et à partir en fait, de ces pays-là, là, on pouvait partir en fait, sur des MPLS internationaux à l'époque, et pendant 10 ans, en fait, on a vécu comme ça. Quand l'autorité vient vous voir, là, vous vous dites, OK, à ce moment-là, on prend en compte, et puis effectivement, on se met au diapason. Mais c'est vraiment du cas par cas, donc il faut être prêt, en fait, avec un socle qui représente un petit peu un équilibre. De plus en plus, on est confronté à des cas en fait business qui sont extrêmes. Alors, je vais vous en citer un. Hein, c'est depuis l'année dernière, il faut qu'on consolide les salaires à travers le monde. Donc, il n'y a pas les noms. Ouais, vous allez me dire, OK, il y a juste une base en fait avec tous les postes et il suffit de rapprocher ça de LinkedIn et vous avez globalement l'ensemble des pédigrés en fait des collaborateurs. Donc là, on voit bien qu'on est face à des modèles qui sont ingérables, c'est-à-dire qu'on va avoir en fait des réglementations locales concernant l'export des données, dont les données personnelles qui peuvent être très restrictifs. Et vous avez un métier qui vous dit « Ouais, mais moi, j'ai besoin de consolider ça en centrale. » Donc là, l'anticipation dont je parlais tout à l'heure, c'est en termes de cybersécurité, être prêt avec des systèmes hyper robustes en disant « Ok, on va réfléchir sur la manière en fait, de caler les réglementations des deux côtés, mais dans un premier temps, on est capable de faire ça parce que en fait, les outils qu'on met à disposition en fait, sont suffisamment costauds pour pouvoir le faire, quoi. » D'accord, donc en fait avoir un socle et avoir une confiance, avoir une robustesse de son système d'information et de son organisation globalement. Mais cette robustesse, Olivier, lorsque vous avez mentionné vous avez mentionné que parfois, lorsque vous faites de l'OSINT, vous apercevez que votre robustesse que vous avez construite, elle a ses failles parce qu'il y a du matériel qui n'est pas cybersécurisé ou qui n'est pas si fiable que ça. Donc comment peut-on construire, parce que je suppose que votre enjeu est le même, construire un socle robuste, mais comment construire un socle robuste quand on sait qu'il y a du matériel qui est pas fiable ou qui est pas forcément de confiance? Alors, j'aime bien comment la question est posée. Je regardais Eric Freycinet parce que ça rejoint les questions qu'on aurait pu poser sur l'origine israélienne de certains équipements qu'on utilise et sur le fait qu'il y a des moments, il faut remettre en perspective avec le risque et la mission et de savoir comment on gère son risque par rapport justement à l'objectif qu'on veut atteindre. Et donc, justement, je ne pense pas qu'on a des environnements sur des éléments critiques dans lesquels on a mis des éléments qui étaient compromis. Voilà. Ceci étant dit, la réponse serait un peu simple et pas très crédible. Et donc à ce titre-là, et on en a parlé quand on a fait la partie préparatoire, je pense à 2 exemples sur lesquels on se dit, tiens, il y a l'objectif et est-ce que je suis capable ou pas de fournir ? C'est un débat qui est autour d'une publication que vous avez dû très probablement lire en mai 2025 de Reuters, qui explique, et ça a été ensuite confirmé par un certain nombre d'agences américaines, qu'il y a des acteurs vraisemblablement chinois, et en tout cas il y en a, qui ont piégé by design des onduleurs, et pas que des onduleurs, il y en a aussi autour d'un certain nombre d'équipements énergétiques, je suis sûr que côté Schneider, vous voyez ça aussi. Et donc à ce titre-là, c'est intéressant de voir que d'une manière proactive, on a un acteur étatique qui, dans ses outils de production, produit des équipements dans lesquels, by design, on a des éléments qui peuvent être activés à distance, on a des éléments qui peuvent parler avec un contrôle commande, on a des éléments qui peuvent s'activer tout seuls sans avoir une connectivité vis-à-vis de l'extérieur.
Ça ressemble à Stuxnet, ça. On a aussi un certain nombre d'activités qu'il peut faire. Il peut soit écouter d'une manière faible, sans faire de bruit, soit avoir un système dans lequel il va arrêter l'environnement. Et donc on voit ce qu'on pourrait faire s'il était assez largement diffusé. Et c'est là justement que je pense tout le monde reste très sérieux dans le monde de l'énergie. C'est qu'on prend en compte ce risque et on intègre ce risque dans des approches telles qu'on l'a pu le définir juste avant, autour d'un multisourcing et autour d'une capacité à pouvoir garantir qu'on n'a pas un effet domino sur l'ensemble des équipements. Donc ça, c'est un premier exemple. Le deuxième exemple, plus dans le monde numérique, on commence à avoir de plus en plus d'attaques, mais je ne suis pas le seul au côté EDF, ça se fait dans tous les grands groupes, qui contournent les systèmes traditionnels, on en parle souvent avec Loïc, les systèmes traditionnels de type messagerie et autres, et sur lesquels on a des approches qui sont des approches, on va dire, de métier de l'attaquant. Et donc vous allez avoir des approches dans lesquelles une personne qui est ni belle, qui peut être un homme, une femme, va parler pendant des mois sur LinkedIn avec une autre personne de choses très professionnelles. Et puis au bout de plusieurs mois, cette personne va dire bah tiens, ça serait bien que tu postules chez nous. Merci de te connecter sur notre système pour postuler en ligne. Et c'est là que le mécanisme se déclenche de manière à pouvoir rentrer dans l'environnement et récupérer les informations qu'on veut récupérer. Et là, on est dans une activité avérée d'espionnage. Et donc à ce titre-là, on ne peut pas dire ah bah oui, non, mais c'est catastrophique. Il va falloir contrôler toutes les communications, ça serait complètement illusoire. Par contre, avoir une capacité à pouvoir identifier ces canaux pour les bonnes personnes et pouvoir faire en sorte que ça n'arrive pas permet aussi de gérer ce risque au juste niveau. D'accord, donc en fait, ce qu'on voit, c'est que les dépendances, les risques sont de plus en plus nombreux, mais ça on le sait, mais de nouvelle nature. Il y a des nouvelles natures de risques qui arrivent et qui sont de plus en plus sophistiquées. Alors, et ce que je suis en train de dire, et c'est une discussion qu'on a beaucoup avec le comité des risques du groupe ou avec un certain nombre d'acteurs, les commissaires aux comptes, ce genre d'acteurs, c'est qu'on a une vision, à l'instar de Nice 2, qui est proportionnée, et donc on va mettre des moyens plus importants quand le risque est élevé, et on mettra des moyens moins importants quand le risque sera moins élevé. Et donc une approche qui consistera à dire, comme dans la question, oui, mais vous voyez bien que dans l'énergie, vous fournissez de l'énergie et qu'on a des failles dans un certain nombre d'équipements, n'a pas de sens si on ne l'a pas mis au regard de ce qu'on veut protéger. Très clair. Donc, Samuel, prochaine question pour toi. En termes de dépendance, on a vu qu'il y avait beaucoup de dépendances. Comment gère-t-on ces dépendances et comment choisit-on de gérer ces dépendances au sein d'un groupe comme Schneider? Alors, je vais prendre deux exemples de cas de dépendance. Le premier, la complexité réglementaire. Et le deuxième, autour de la dépendance humaine. Je vais parler de la stratégie autour des talents qu'on a besoin de préserver pour l'activité. Pour ce qui est de la complexité réglementaire, la position d'un groupe comme Schneider ou une multinationale, je pense qu'on serait plusieurs à avoir cette stratégie, c'est d'éviter de fragmenter, enfin qu'il y ait une fragmentation des exigences réglementaires. Il y a CRA, il y a NIS 2, on en a parlé, il y a MLPS, SEC, enfin bref, il y a tout un tas de réglementations worldwide. Éviter de créer une dépendance aux interprétations locales et aux autorités nationales. Tout ça pour éviter de perdre en agilité et puis de générer des surcoûts. Alors, ce qu'on prône, nous, chez Schneider, c'est l'interopérabilité, en fait, et la reconnaissance mutuelle de ces règlements tout en préservant, en fait, le niveau de sécurité adéquat et en répondant aux exigences qu'on peut avoir localement sur les pans de souveraineté et ailleurs. Donc, notre ligne directrice, notre doctrine, entre guillemets, serait en fait de s'aligner sur les grands standards, 27001, IEC 62443. Et donc pour ça, à travers les initiatives européennes qui sont menées et qui proposent des orientations autour de la divulgation des vulnérabilités, autour de la certification, autour d'autres sujets un peu communs, eh bien, on fait, j'allais dire, de l'influence positive. Et donc, on est très actif, en fait, dans les communautés de normalisation pour justement éviter ce que j'ai expliqué avant, qu'on ait des exigences contradictoires. Et pour ça, au sein des équipes cyber, on a une global team qui manage en fait l'intégralité des réglementations qu'on peut avoir worldwide. Et ainsi, avec cette sorte d'influence positive, on essaie de faire converger les luttes vers quelque chose qui, tout en gardant et préservant un niveau de sécurité, nous permette de garder cette agilité dans nos activités. L'exemple de NIS 2,
pour être plus concret, eh bien, sur l'Europe, donc effectivement, on est présent dans tous les pays européens, bien entendu. Chaque pays a transposé en partie. Et donc, notre ligne directrice, c'est de s'appuyer sur notre framework interne, donc, qui est 27001, 62443 et NIST pour un certain pan d'exigence. Et donc, à cela, on est venu y adosser 3 transpositions. On a pris celle de la France, même si on ne sait pas encore tout à fait ce qu'il y a à l'intérieur. Bon, on s'est dit que le niveau allait être suffisant pour qu'on puisse l'intégrer dans le framework global. On a pris celui de la Belgique parce qu'il était suffisamment avancé, puis on a pris aussi celui de la Hongrie. Donc en clair, on se dit qu'avec ce schéma, on devrait être au niveau intégralement dans les pays européens. C'est-à-dire que, peut-être contrairement à ce qui a été dit par mes collègues, notre stratégie, c'est on prend le texte qui nous met la barre le plus haute. Comme on est organisé globalement, on appliquera la même chose à toutes les activités et à tous les pays en Europe. Donc ça, c'est le premier message. Sur ce qui va être autour des talents, on a investi dans l'arrêtation des talents en étant actif autour d'une initiative NIST NICE, donc qui travaille les compétences dans le domaine de la cyber, où sur plusieurs axes, en fait, on essaie d'identifier les talents de demain et surtout de ne pas les perdre pour éviter de perdre cette dépendance. Donc on est actif aussi en termes d'influence auprès des pouvoirs publics, auprès de différentes autorités comme le World Economic Forum, pour pousser aussi nos idées à travers les métiers qu'on va avoir besoin demain, telle façon à réduire cette dépendance. Ok, merci beaucoup. En fait, Olivier, tout à l'heure, vous avez mentionné le fait qu'en fonction de votre activité et en fonction des zones géographiques dans lesquelles vous exercez, vous avez des zones de dépendance, des axes d'analyse du moins qui sont aussi différentes. Mais vous avez aussi des États qui sont différents parce que EDF, c'est quand même un État français, mais vous êtes très présent avec notamment l'Angleterre, je crois. Comment vous gérez c'est pas ce conflit, mais cet intérêt ou cette gestion binationale ou double souveraineté qui peuvent être, on le sait avec nos amis anglais, pas forcément simples. Tout à fait. Alors, je rejoins complètement l'analyse. En fait, on est opérateur, enfin constructeur et opérateur de centrales nucléaires en France, bon, ça, ok, et en Angleterre. Et donc historiquement. Et on a Sizewell et Hinkley Point qui sont en cours de construction et qu'on va aussi opérer, puisqu'on a même des parts dans ces différentes centrales nucléaires. Et donc à ce titre-là, on est évidemment dans une notion de souveraineté nationale, enfin on comprend. Et du point de vue de la manière avec laquelle on va faire l'analyse, on n'aura pas une analyse qui sera convergente si on se place dans un contexte anglais pour les Anglais et si on se place dans un contexte français pour les Français. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que la déclinaison de la souveraineté dans chacun des deux pays ne se fait pas de la même manière. Par exemple, en Angleterre, les lois, tout ça c'est de la donnée publique, sont des lois qui imposent que tout traitement de ces informations, toute surveillance doit être fait par un citoyen anglais. Même la gestion de clients qui sont des clients de l'énergie, ça doit être fait par des citoyens anglais. En France, la gestion des clients, ce genre de choses, déjà, il y a une dimension plus internationale au niveau européen, et on n'aura pas une approche aussi large, on aura une approche plus concentrée sur nos environnements les plus critiques. Donc là, je pense aux déclinaisons de l'article 22 de la loi de programmation militaire de 2017, et donc les OIV. Et donc, on est obligé, du coup, au niveau de la coopération et au niveau de la consolidation au niveau groupe, de tenir compte de ces deux axes qui sont contradictoires si on les regarde un peu finement. Maintenant, si on les regarde sur l'approche globale, on a une sorte de framework global dans lequel on va dire, bon, bah, quand même, il y a des niveaux de sécurité, il y a des éléments sur lesquels on est plutôt convergent. Et après, on a des déclinaisons qui vont être des déclinaisons adéquates. Ça rejoint un peu finalement l'approche de Schneider au regard de l'expression nationale. Et donc, typiquement en Angleterre, il y a des pans entiers sur lesquels on n'interviendra pas directement depuis la France, mais il y aura une coopération et réciproquement. Et donc, quand on en arrive à la gestion d'incidents, au partage d'informations, d'où mes questions de tout à l'heure, ça devient beaucoup plus complexe, parce que bon, il faut faire travailler le GCHQ avec l'ANSSI. Je ne sais même pas si c'est forcément possible quand on parle de sujets aussi sensibles que ceux de l'énergie. Ça a été très bien présenté tout à l'heure. Et donc, on est obligé de faire progresser au fur et à mesure les doctrines de chaque côté pour qu'une sorte de relation de confiance puisse se créer à travers l'opérateur. Et cette relation de confiance, tout à l'heure on parlait du changement du MAGA, de ce qui se passe aux États-Unis,
est-ce que ça accélère une relation de confiance ou est-ce que la relation de confiance reste aussi difficile à construire pas à pas? Alors c'est plutôt pas à pas et elle est en train de changer et je rejoins complètement l'intervention de tout à l'heure sur le fait que la nature change, les informations qu'on est en train d'échanger se, se précise de plus en plus au fur et à mesure. Et donc, typiquement, on va faire de plus en plus de la coopération publique-privée là où c'est possible. Et là, on parlait tout à l'heure des difficultés qu'on peut avoir dans certains endroits. Mais voilà, soyons positifs. Et je rejoins la volonté d'avoir une approche positive et une vision positive. Il y a bien un moment où on va finir par y arriver, par ouvrir un peu plus les portes. Et il y a aussi une question de créer cette relation, cette nouvelle relation multilatérale où on n'est pas forcément allié sur tous les sujets et convergent sur tous les sujets, dans lequel on doit quand même se faire un minimum confiance pour échanger un minimum d'informations. Le cas vraiment de l'incident en Espagne sur la partie blackout est assez intéressant, c'est-à-dire qu'il faut qu'on se mette dans une disposition dans laquelle on est capable d'échanger tout en préservant évidemment les secrets nationaux et les intérêts nationaux, mais en protégeant aussi le secteur d'activité. Et donc c'est un double problème, un problème lié aux différentes nations, parce que quand on regarde toute la réglementation européenne, c'est beaucoup de la coopération entre les États, et même dans Nice 2. Et donc, est-ce que dans Nice 2, quand on fait déclaration d'incident, elle sera bien distribuée très rapidement dans tous les secteurs d'activité? Je ne suis pas absolument sûr, hein, j'attends de voir. En tout cas, aujourd'hui, dans l'endroit où elle est appliquée, ça ne fonctionne pas, ça ne remonte pas et ça ne redescend pas très vite sur l'ensemble des pays. Et le deuxième point, elle est aussi au niveau sectoriel public-privé. C'est-à-dire qu'il faut, en clair, que des services de renseignement, à travers les agences nationales, communiquent avec leur secteur d'activité, mais sans compromettre trop d'informations, et réciproquement, que les secteurs d'activité puissent classer et identifier les informations les plus pertinentes de manière à être pédagogique et à apprendre aux entités nationales pour qu'elles comprennent comment marche leur secteur d'activité. Et leur métier, c'est pas de gérer du transport, de l'énergie, des banques, des choses comme ça. Mais pour vous, donc, c'est en fait développer ce socle et renforcer ce socle commun et fluidifier la nature et peut-être le contenu des échanges, en fait, d'avoir le plus d'échanges de confiance et de... C'est ce qu'on fait avec les initiatives, pour ceux qui sont les plus techniques dans cette pièce, avec des choses comme MISP sur les IOC, ce genre de choses, dans lequel il y a des partages dans des contextes particuliers avec des acteurs présélectionnés, ou ce qu'on fait avec le TLP. Ce genre de mécanisme doit commencer à prendre une dimension plus large au niveau des secteurs. S'industrialiser Exactement. et à Mais même sur les ISAC et sur les groupements sectoriels de CERT, là aussi, on a encore des difficultés à créer quelque chose qui soit global. Et la remarque de Schneider est intéressante tout à l'heure. Nous, on est très européens, parce qu'on est très présent en Europe. Hein. Pas que Schneider soit pas européen. Schneider est très mondial. Et donc, moi, je suis très intéressé par ce que fait l'Europe. Schneider et mon homologue chez Schneider, Christophe Blassiot, est très intéressé par le World Economic Forum. Et donc, moi, il faut quand même que je fasse l'effort, ce que Christophe me dit, d'aller un peu plus au World Economic Forum, même si je suis un peu moins intéressé par les autres géographies, et réciproquement. mais aussi pour comprendre eux ce qu'ils font et leurs standards et voir vers quoi vous devez... Ouais, on n'a pas tous inventé forcément la meilleure chose, et d'autres l'ont peut-être fait. Ouais. Ok, parfait. Donc, en fait, dans ce contexte-là, Thierry, en fait, on a parlé que face à ces évolutions, qui est-ce qui a changé dans votre posture ces dernières années par rapport au sein du groupe et justement dans cette dimension internationale, parce qu'on sait que certains pays, je sais que par exemple en Asie, sur les secteurs financiers, sont plus en avance sur cette cybersécurité. Qu'est-ce qui a changé pour vous, en fait? Alors, ce qui a changé, c'est ce que j'ai déjà évoqué, c'est cette nécessité de travailler en fait le plus en amont possible en fait avec les métiers et d'avoir en fait des gabarits en termes de réponse. Ce qui a changé aussi et ce qui est vital, c'est l'osmose en fait avec les autres métiers dont on a besoin pour avancer. Souvent on en parle en fait avec Olivier, que ce soit une direction de la compliance, une direction des risques, le contrôle interne, banque, assurance et autres. Côté assurance, ce qui a changé aussi, c'est que aujourd'hui on est obligé d'intégrer dans les modèles la couverture des choses qui sont floues et qu'on ne sait pas bien faire. Je reprends mon exemple américain. J'ai une fuite de données sur le territoire américain. J'ai des salariés qui sont un petit peu dans toutes les villes du pays. Eh bien, je vais devoir en fait mener des analyses avec des cabinets d'avocats qui vont regarder texte par texte, personne par personne, donnée par donnée, ce que ça représente. Ça coûte des millions. Et donc, nos investigations, nos remédiations, en fait, cyber, on les maîtrise, en fait, on sait combien ça coûte. La dimension financière qui est liée à toute cette partie, en fait, juridique compliance, elle
elle est énorme. Donc c'est vraiment en fait important de travailler avec eux. Odile disait tout à l'heure, tu as la chance d'avoir Olivier Sichel, donc il y a des patrons qui sont hyper sensibilisés et qui de ce fait vont porter la démarche. Quand c'est pas le cas, en fait, faut travailler en fait avec vos homologues. Et pour finir, c'est ce qui a changé, c'est la remise en cause, c'est que ce qu'on a fait en fait à certains moments qui était potentiellement suffisant et bien, c'est plus le cas aujourd'hui. Et donc, faut vraiment prendre le temps de reprendre tout ça et de regarder. Une dernière chose, en fait, est liée à ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est qu'on a une grosse problématique en fait, de protection de la donnée sur l'ensemble des socles qu'on a évoqués. Donc, ça peut être typiquement d'hébergement. On a fait l'exercice, nous, en prenant en fait des systèmes qui étaient très critiques et en se disant, OK, c'est pas grave, en fait, je vais les mettre chez entre guillemets, un concurrent, mais je vais faire ce qu'il faut pour pouvoir en fait protéger. Ça marche pas, ça. Et ça, je vous en parle en connaissance de cause, c'est que c'est un coût de possession qui est juste dingue. Et donc, c'est pas accessible. On peut pas le faire. Donc, ça veut bien dire qu'en amont, en fait, il faut avoir d'autres réponses et il faut anticiper ça, quoi. Et il faut en parler. J'ai été étonné maintes et maintes fois, ce que je vous disais tout à l'heure par rapport aux éditeurs de logiciels, quand on leur explique pourquoi en fait on a besoin d'une réponse cloud dans certains cas, d'une réponse souveraine en fait dans d'autres cas. Certains en fait ils vous regardent avec des yeux grands ouverts et au final ils finissent par comprendre. Ils vous rappellent après en vous disant ah ben oui, j'ai compris, ok. Ça c'est valable aussi pour l'entreprise. On en parlait avec Gilles tout à l'heure, c'est que quand vous êtes pas lié en fait vous avez un métier qui est pas lié à des réglementations qui vont le conduire à être contrôlé régulièrement, il faut quand même en fait suivre les modèles et les standards parce que demain ça va être différenciateur pour le business. Quand vous pointerez en fait sur une réponse à appel d'offres avec un truc qui sera monté de briques et de broc avec des univers en fait qui seront pas maîtrisés par rapport en fait à un acteur qui viendra avec une solution qui est souveraine, c'est complètement en fait différent et ça fera la différence. Donc il faut faire attention à ça. Ok, donc en fait, ce que j'entends pour conclure, je dirais qu'en fait, c'est le business au fait, qui fait que, qui vous oriente vers certains pays ou vers certains types d'acteurs par rapport auxquels vous allez définir en sous-jacent vos dépendances et faire en sorte de répondre aux enjeux business et donc de gérer ces dépendances. Et que pour gérer ces dépendances avec lucidité, ça demande un certain nombre de moyens de plus en plus importants, de travailler ensemble aussi bien en interne sur un plan juridique avec le métier, mais avec aussi de façon transversale au sein de l'entreprise. Et c'est aussi le travailler ensemble en externe, comme disait Olivier, en renforçant le dialogue et les échanges avec certaines autorités ou certains pays, ou voire même certains clients. Donc c'est en fait, globalement, c'est gérer sa dépendance de manière aussi presque collaborative. Donc, pour conclure, si je devais vous demander, pardon, une phrase pour conclure, quelle serait cette phrase par rapport à cet enjeu de gestion des dépendances et ce que ça représente pour le RSSI au quotidien? Alors, quelques mots. Alors, pour l'indépendance, c'est pas la solution. Thierry l'a dit, il faut anticiper. Et c'est pour nous, j'allais dire, le mot de conclusion, c'est l'anticipation. On n'est plus surpris par le réglementaire et par toute autre chose autour du géopolitique, hein. Donc la question qu'il faut se poser, c'est comment on digère tout ça le mieux possible et tout en restant proactif, hein, sur de la veille, et en parallèle mettre tout ça en musique pour continuer à fonctionner en mode trust. Voilà, rester agnostique aussi vis-à-vis de toute cette mouvance. Moi, ce sera juste soyez prudents et anticipez effectivement ce qu'il en est. Quand on voit que côté business, il y a un souci, c'est trop tard. Et alors, moi, j'aurais une approche sur laquelle j'essaierais de me dire que enfin, le RSSI, maintenant, il est positionné sur la réponse qu'il va donner pour le coup d'après. Je vais prendre deux exemples. Mistral, bon, très bien. Si on fait un truc genre taxe Subman et que les gens qui ont investi dans Mistral n'ont pas les moyens de pouvoir payer, c'est pas sûr qu'ils restent en France. Et donc à ce titre-là, comment on fera évoluer la position par rapport à ce type de structure? Et donc tout ça est très mouvant. C'était un exemple, mais je suis sûr que ça a été pensé chez vous. Et évidemment, et on a le même genre de difficulté par rapport à certains de nos fournisseurs. C'est-à-dire que tout ça n'est pas à un instant T. Et donc tout le monde dira après, il y a qu'à, il fallait con. Mais oui, mais à un moment donné, on n'en a qu'un. Après, on en a que deux, etc. Et donc cet aspect mouvant, bah, ce n'est pas quelque chose qu'on va pouvoir écrire dans les doctrines. C'est vraiment quelque chose sur lequel nous, on va être un acteur assez clé. Et puis le deuxième
point, ça c'est une question, c'était ta remarque, Thierry, qui m'y fait penser, c'est que là, on m'a demandé, vous allez comprendre pourquoi, si notre cyberassurance pourrait couvrir un risque jusqu'à un coût d'1,2 milliard. Et donc, alors, comme on l'a dit, hein, on a de l'activité en Angleterre et ils ont vu ce qui s'est passé chez les voisins. Et donc, c'est une question très intéressante, puisque nous, on connaît bien le risque du nucléaire. Le risque du nucléaire, à un certain niveau, n'est plus assurable. Ça fait partie des risques qui ne sont pas assurables. Et, enfin, c'est normal, on comprend pourquoi. Et donc, on commence, nous aussi, RSSI, à devoir gérer des problématiques de risques non assurables. Et donc, il va falloir qu'on commence à réfléchir aux solutions qu'on va proposer. Juste en référence, c'est par rapport à l'attaque de Range Rover, hein, je pense que c'est ça, qui a, ce matin, j'ai lu que ça avait coûté 2,5 milliards à l'économie anglaise, avec évidemment le shutdown des usines, mais aussi tout l'écosystème derrière et toute la supply chain associée. Et ça, c'était en Angleterre, mais c'était la même chose dans tous leurs pays à travers le monde. Voilà. Écoutez, merci beaucoup pour votre écoute et merci beaucoup d'être venu.